Bonjour à tous, tout le monde m'entend. Alors je me présente, moi je m'appelle Stéphane Chevalier, je suis maître de conférence aux arts et métiers de Bordeaux et je travaille à l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux, mais cette année je suis en délégation CNRS au LIMS à l'Université de Tokyo. Donc ce que je veux vous parler là pendant les 5 petites minutes, c'est l'apport de l'imagerie infrarouge pour la caractérisation des microsystèmes énergétiques et puis, la collaboration que j'ai avec le Minami Lab, dans lequel je suis hébergé cette année, avec Tsuyoshi Minami et Yui Sasaki. Euh, alors, les microsystèmes énergétiques, c'est assez vaste comme application. Pour les définir de manière assez générale, on peut dire que c'est tous les systèmes qui permettent de stocker, de convertir de l'énergie à partir d'énergie chimique vers électrique et inversement, et dont le transfert d'énergie se passe à micro-échelle. Alors là, je vous ai mis un exemple que vous allez retrouver un petit peu au long de la présentation. Tout ce qui est électrolyseur et pile à combustible microfluidique, par exemple, hein, c'est des tout petits objets là, qui tiennent dans la main. Donc vous avez une échelle ici pour vous donner un ordre d'idée de sa taille. Et puis dedans, vous pouvez voir que les canaux ici sont millimétriques, dans lesquels on a inséré des électrodes qui sont, elles, encore plus petites, sur lesquelles se passent les transferts d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de système-là? Le transfert d'énergie, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai repris mon petit exemple de l'électrolyseur là. Euh, donc moi, j'aime bien le définir comme ceci. Et donc, mettons qu'on a de l'eau ici là et on va produire l'électrolyse de l'eau. Donc c'est le réactif R1. Lorsque l'eau arrive sur une électrode qui est à ce niveau-là, on va créer des électrons qui circulent à l'extérieur et des protons dans la membrane. Donc on a un échange ici de charges. Et puis l'eau va se transformer de ce côté-là en oxygène. Donc le réactif R1 va devenir un réactif R1'. Et cette réaction-là n'est pas parfaite. En plus de ça, on va avoir un dégagement de chaleur sous forme d'enthalpie, c'est le delta H que vous avez là, quoi. Donc si c'est un premier principe en fait que j'ai résumé. Et donc le transfert d'énergie, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est du transfert de masse. Donc on a un produit qui se transforme en un autre, du transfert de charge, des électrons, des protons, et du transfert de chaleur. Donc c'est ça qu'on va venir mesurer lorsqu'on veut mesurer les transferts d'énergie. Et mes travaux, moi, se focalisent énormément sur la question suivante, c'est comment mesurer ces champs à micro-échelle. Donc quand je parle de micro-échelle, hein, vous imaginez vos cheveux, vous regardez quelque chose qui est 10 fois plus petit que votre cheveu. C'est à peu près les échelles sur lesquelles on est. Donc par rapport à la présentation de tout à l'heure, on était à l'échelle plutôt atmosphérique. Là, on vient de prendre 6 ordres de grandeur dans la, de changement. Alors, une réponse possible sur laquelle moi je travaille, c'est d'utiliser la lumière, puisque la lumière permet de manipuler des objets aux petites échelles sans avoir à les toucher. Alors, quand on parle de lumière, souvent ce qu'on pense, hein, c'est aux lumières de l'arc-en-ciel. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le spectre visible, mais la lumière, c'est bien plus vaste que ça. C'est une onde électromagnétique hein, qui va des ondes radio jusqu'au rayonnement gamma qu'on trouve dans nos centrales nucléaires. Et ce que nous, on utilise, c'est la lumière infrarouge qui est juste à côté du spectre visible. Donc, c'est une lumière hein, qui a une longueur d'onde entre 2 et 12 microns. Alors, pourquoi est-ce que cette longueur d'onde-là pardon, est intéressante, en particulier pour répondre à notre question de sonder les transferts d'énergie? Alors ça, il y a deux raisons pour ça. Si on regarde ce qui se passe du côté du rayonnement radiatif qu'émet un objet à température ambiante, donc ça, ici pour ceux qui connaissent, c'est la loi de Planck. Euh, En fait, un objet donc autour de 300 Kelvin, c'est-à-dire autour de la température ambiante, va émettre un rayonnement radiatif autour de 10 microns, qui est la longueur d'onde hein, de la lumière infrarouge. Donc ça, c'est des images peut-être que vous êtes un peu familier. Si on met une caméra infrarouge devant un radiateur, on arrive à distinguer le gradient de température. Donc on a bien un lien entre température et rayonnement dans la gamme des infrarouges. Donc pour sonder le transfert de chaleur, c'est utile. Deuxièmement, pour la chimie. Pourquoi est-ce que la lumière infrarouge c'est utile? Alors là, il faut regarder un peu ce qui se passe dans une molécule. On a des atomes qui sont liés et les liaisons entre les différents atomes, c'est un peu comme des ressorts. Lorsqu'on va avoir une interaction lumière-matière, en fait, on va venir exciter ces ressorts-là et on va arriver sur les fréquences de résonance sont en fait l'énergie de liaison des molécules. Et si la lumière est absorbée, ça veut dire qu'on va détecter la nature de la molécule. Et ici, vous avez le spectre des différentes molécules de l'eau, du méthane, qui sont bien différents. Donc, en utilisant la lumière infrarouge, puisque ça se passe entre 16 et 2,5 microns, on a accès à la nature de ces molécules-là. Donc, l'énergie
infrarouge permet de sonder le transfert, enfin mesurer la température, la concentration d'un milieu. Donc ça, c'est pas très nouveau. Là-dessus, c'est pas très original. Moi, mon originalité, elle se porte sur sonder, enfin utiliser ces méthodes-là et les pousser dans leur retranchement pour sonder des échelles spatiales toujours inférieures au micromètre, gagnant en détectivité et en temps d'acquisition. Donc, je sais que j'ai plus qu'une minute, mais j'arrive à la dernière slide. Euh, Quelques exemples des travaux qu'on réalise et puis de la collaboration que j'ai ici avec l'Université de Tokyo. Donc ça, c'est un travail de thèse qui a été effectué à Bordeaux. Donc là, on a un microsystème, pardon, une petite pile à combustible, donc une électrode et un réactif qui circulent sur celle-ci. Et on a détecté le transfert de matière, hein. Donc on était passé du violet où il n'y a rien au jaune où on a le réactif qui a bien réagi. Et ce qui est important de noter ici, c'est qu'on a amélioré la détectivité de cette méthode-là d'un facteur 30 par rapport à l'état de l'art. On est passé de la mol par litre à la centaine de micromol par litre en gros. Et puis ma collaboration ici avec le Minamilab, c'est d'intégrer en fait nos méthodes d'imagerie qu'on a développées avec la fabrication de microtransistors pour sonder aussi la concentration de certaines molécules. Et tout ça pour détecter l'état de charge de ces microbatteries en continu. Et ce qui nous permettra, nous, encore d'abaisser, enfin, d'améliorer la détectivité de nos systèmes. Donc c'est un peu l'idée de la collaboration, bon, qui a débuté il y a quelques mois uniquement. Donc, je n'ai pas encore trop de résultats, mais c'est là vers ce vers quoi on veut aller. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et puis s'il y a quelques questions.